L'intérêt phénoménal pour la forme physique, les succès sportifs et l'utilisation des drogues pour améliorer les performances nous impose un questionnement fondamental. Des mutations qui ne procéderaient plus de la sélection naturelle risquent-elles de se produire? L'Homo sapiens est-il vraiment, comme nous le croyons depuis longtemps, la dernière forme que peut prendre l'être humain? Donc, grande question, on va y aller rapidement avec ceux qui vont réfléchir à cette grande question avec nous. Dans ma thèse de doctorat qui date de 1976, là où j'ai introduit le mot technoscience, dans la phrase qui contient la première occurrence du mot technoscience figure aussi le mot transhumain. Et dans ma thèse, donc, j'utilisais, il y a bientôt 40 ans, donc, transhumain, post-humain et ap-humain, mais dans un contexte philosophique assez particulier, critique. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je n'ai plus guère utilisé ces termes, et j'y suis revenu il y a peu d'années pour deux raisons, enfin deux motivations, disons. La première, c'est que j'ai pris la décision, étant arrivé à l'âge de la retraite, d'étudier un champ un petit peu marginal dans le monde universitaire, à savoir l'imaginaire du futur, l'imaginaire des sciences et des techniques, c'est-à-dire la science-fiction et l'utopie. L'autre motivation, qui est entre guillemets plus sérieuse, c'est la lecture d'un certain nombre de rapports officiels émanant des pouvoirs publics, disons des États-Unis et de l'Union européenne, et qui m'ont convaincu donc de jeter un œil un peu plus systématique à cette nébuleuse qu'est le transhumanisme et le posthumanisme, qui me paraît intéressante parce que le mot transhumain permet de cristalliser toute une série de questions et de problèmes, de fantasmes aussi, d'angoisse et de rêves, mais qui, sans ces mots-là, restent plus épars. Je pense que ces mots sont utiles parce qu'ils vont aider, ils sont déjà en train d'aider à cristalliser toute une problématique. Toujours est-il qu'en 2002, j'ai lu ce fameux rapport que tout le monde connaît sur les technologies convergentes pour améliorer les performances humaines, le rapport américain, nanosciences, biotechnologie, technologie de l'information et aussi les sciences cognitives. Et cette approche est l'approche d'une espèce d'ingénieur universel, la nature ayant bricolé tout au long de l'évolution. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas continuer le bricolage pour essayer de faire mieux, bien sûr, surtout qu'au niveau nano, il n'y a plus de distinction radicale entre le vivant et l'inerte, l'artificiel et le naturel, étant donné qu'au niveau nano, c'est le niveau moléculaire ou atomique et que tout est composé de molécules et d'atomes. Dans ce très très épais rapport de plusieurs centaines de pages, j'ai énormément d'exemples. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus, souvent à la limite de la science-fiction, mais aussi beaucoup d'éventualités, de recherches prises tout à fait au sérieux. Et le rapport lui-même souligne d'ailleurs la nécessité d'une volonté politique qui est essentielle de développer ces technologies convergentes de façon à effectivement faire progresser les performances humaines, qu'elles soient physiques, qu'elles soient cognitives ou même émotionnelles, parce qu'il ne s'agit pas seulement du cognitif, il s'agit aussi de l'émotionnel. Alors ce rapport américain a suscité beaucoup d'émoi, je dirais, en Europe, et en particulier dans le chef, si je puis dire, de l'Union européenne. Il y a eu toute une série de rapports, au fond critiques ou réservés par rapport à cette pointe américaine, rappelant les valeurs traditionnelles, etc. Simplement, je voudrais signaler quand même un de ces rapports qui date de 2009 et qui s'intitule justement Human Enhancement, qui avait été commandité par le Parlement européen et qui focalise donc cette question de l'enhancement, donc amélioration, augmentation, comme il s'agit d'améliorations qui sont souvent quantifiables, qu'il s'agisse de la longévité
de la mémoire, de la force physique, etc. Les deux, disons, correspondent plus ou moins, amélioration, augmentation. Le rapport européen de 2009 donc souligne que le rapport américain de 2002 auquel on se réfère a réussi à rassembler autour de la perspective de l'amélioration, donc, toute une série d'acteurs très importants. Il signale, il mentionne explicitement, et si étant, la tendance transhumaniste, post-humaniste, favorable à l'amélioration, qui commence à s'organiser. Et en conclusion de ce rapport, il est dit que le transhumanisme mérite d'être pris au sérieux et qu'il n'est plus temps de l'écarter comme relevant purement et simplement de la science-fiction. Plus intéressant pour moi, ça a été le fait qu'ils essayent de se donner une espèce de noblesse historique, je veux dire de lettres de noblesse, en se plaçant, en se situant dans le sillage de l'humanisme moderne, du progressisme moderne, laïque, hein, en se référant notamment à Condorcet, qu'il cite volontiers, c'est vrai, j'ai été voir Condorcet à certains égards, le tableau des progrès de l'esprit humain, certains passages vont dans le sens du transhumanisme. Je dis certains passages parce que Condorcet insiste surtout sur l'organisation sociale et politique pour améliorer l'éducation, la psychologie, c'est-à-dire pour améliorer la société et les individus, mais à certains moments, quand même, il souligne aussi l'importance, disons, des sciences matérielles, des technologies matérielles, biologie, médecine, etc., mais relativement peu. Une autre référence qui est extrêmement intéressante, là, c'est Julian Huxley, le frère de Aldous Huxley, le biologiste, parce que Huxley, en fait, c'est celui qui a introduit le mot transhumanisme. Seulement, il utilise assez peu le mot transhumanisme, il utilise beaucoup plus souvent le synonyme qui est humanisme évolutionnaire. Humanisme évolutionnaire. Et tout à fait clairement, transhumanisme est un raccourci, un néologisme raccourci pour humanisme évolutionnaire. Un autre aspect qui m'a paru très intéressant, c'est, je dirais, la question des grands récits. Nous savons, notre époque, le XXe siècle en particulier, a été considéré comme celui de l'effondrement des grands récits, des méta-récits, c'est-à-dire de ces immenses histoires qui racontaient le sens de l'histoire, le sens de l'évolution du temps, qui allait jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de l'histoire, qu'il s'agisse d'une histoire laïque comme la société sans classe ou d'une histoire chrétienne avec la fin du monde, etc. Ces grands récits, selon notamment Lyotard, n'est-ce pas, qui est l'homme du postmodernisme, ces grands récits se sont fracturés et n'ont pas été remplacés par d'autres grands récits, disons, viables et crédibles, qui auraient intégré la toute modernité. Et il me semble que jusqu'à un certain point, les transhumanistes proposent une sorte de nouveau grand récit, hein, qui intègre l'évolutionnisme, qui va du passé vers le futur le plus lointain, qui commence donc par rappeler évidemment l'évolution cosmique, l'évolution biologique, etc., et puis qui enchaîne avec l'histoire humaine vue essentiellement comme une histoire technologique, l'espèce humaine considérée essentiellement comme une espèce technicienne qui n'a cessé d'inventer des moyens qui ont permis d'améliorer sa condition, d'améliorer sa situation, qu'il s'agisse de la pierre taillée ou qu'il s'agisse du langage. Le langage est vu comme une technique de communication inventée par l'homme. Et puis les autres inventions, l'écriture, l'imprimerie, etc. L'hypothèse du transhumanisme semblant être que cela va continuer, cette évolution technologique va se poursuivre et que toutes les potentialités de la technique seront ainsi progressivement réalisées. Nick Bostrom, puisque c'est un des transhumanistes les plus intéressants à mon avis, il est philosophe et il est relativement modéré. Nick Bostrom estime cependant, attention, les transhumanistes ne sont pas tous des optimistes prophétiques, il estime que c'est pas du tout gagné. Il distingue à un certain moment 4 types de grands récits possibles.
pour l'humanité au long terme. Il faut bien voir que ce qui est important, c'est que les transhumanistes essayent d'intégrer quand même, ou du moins certains, la temporalité longue. Le fait que nous soyons le produit d'une évolution qui dure depuis des milliards, millions ou des milliards d'années, et que, bon, normalement, dans des millions d'années, le Soleil, la Terre sera toujours là, et quid de l'espèce humaine. Donc ces questions, c'est des questions qui sont empiriques, en fait, on ne peut pas y répondre, bien sûr, mais c'est une réalité empirique de la temporalité longue. C'est pas comme des philosophies d'histoire qui sautent directement à la fin des temps avec l'esprit absolu. C'est pas non plus des eschatologies religieuses qui sautent aussi à la fin des temps ou à la fin de l'histoire. C'est pas ça. Non, le futur a une réalité empirique, concrète. Il sera en quelque sorte à affronter. Donc ça me paraît très important, et il me semble que les transhumanistes prennent cela au sérieux, prennent l'évolution au sérieux avec tous les problèmes, toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc Nick Bostrom, qui n'est pas du tout un optimiste, mais enfin, il distingue quatre possibilités pour l'espèce humaine au long terme, soit l'extinction pure et simple, matérielle, l'anéantissement, la disparition de l'espèce humaine, comme ont disparu 99% des espèces terrestres, soit ce qu'il appelle l'effondrement récurrent, donc la civilisation s'effondre, puis ça renaît, ça s'effondre, etc. Soit ce qu'il appelle la stase, le plateau, donc une espèce de stagnation, d'utopie peut-être, décidée, une décision de ne plus poursuivre l'histoire, en quelque sorte, c'est une autre possibilité, peut-être, dit-il. Soit l'évolution transpost-humaine, c'est-à-dire une évolution avec auto-amélioration, augmentation, transformation ad infinitum, qui peut se concevoir comme progressive, sans rupture radicale. Les hypothèses qu'il estime les plus probables, c'est la première ou la dernière, ou bien extinction, ou bien donc évolution transhumaniste, post-humaniste. Je vous donne une définition, la définition de Bostrom. C'est quand même toujours intéressant de la voir. Je cite ici: le transhumanisme est un mouvement philosophique et culturel soucieux de promouvoir des modalités responsables d'utilisation des technologies en vue d'améliorer, augmenter les capacités humaines et d'accroître l'étendue de l'épanouissement humain. Ce qui comprend, en disant les choses très rapidement, un acte de foi volontariste et rationaliste dans le futur, une lutte effective contre la finitude et contre la mort, c'est un de leurs grands thèmes, l'allongement de la vie, la lutte contre la mort, et ils estiment, c'est intéressant, que si il était compréhensible, sage et judicieux pour les philosophies et pour les religions en quelque sorte de vouloir métamorphoser positivement l'idée de la mort, comme donnant sens à la vie, dire que la philosophie c'est apprendre à mourir. Les transhumanistes estiment que ce type d'attitude, donc qui valorise, qui en quelque sorte opère une espèce de transformation alchimique du négatif en positif, est désormais peu souhaitable parce que c'est une force de conservation, de freinage en ce qui concerne les recherches en cours et potentielles pour allonger indéfiniment la vie et pour, disons, renverser progressivement les différentes limites qui constituent la finitude humaine. Au fond, ils veulent améliorer l'individu et la société en utilisant les technologies matérielles et pas seulement les technologies symboliques ou organisationnelles, c'est-à-dire ce qui fonctionne principalement avec le langage, avec les moyens de communication, mais qui ne modifie pas en profondeur ni le physiquement, biophysiquement, ni le corps, ni le cerveau humain, ni le génome humain, etc. Il souligne beaucoup l'autonomie de la personne, il refuse le spécisme de l'humain, c'est-à-dire cette espèce de sacralisation de la forme biologique de l'espèce humaine. Ils sont donc assez ouverts en ce qui concerne le respect des animaux et du vivant en général, parce que
Transhumain, ça va vers le plus, mais ça peut aller aussi, il y a une ouverture vers le moins, en quelque sorte, n'est-ce pas? Michel Butor écrivait ceci dans les années 60, et je me sens assez en accord avec cela. « Je récuserais le terme d'humaniste, dit-il, si l'on y voyait une valorisation absolue d'une notion de l'homme définie une fois pour toutes, en opposition à ce qui n'est pas humain. Toute idée de l'homme qui ne se déborde pas vers l'animal ou la machine, ou plus généralement vers l'ap-humain et le surhumain, aboutit nécessairement à une oppression de l'homme par lui-même. » Donc toute définition trop restrictive, trop stricte de l'homme par l'homme aboutit à une sorte d'étouffement, de contrainte de l'être humain. Ma question, évidemment, jusqu'où peut-on aller, c'est surtout de comprendre comment le type de discours, la représentation, les valeurs qui sont derrière le transhumanisme, qui, à mon sens, c'est la pointe de l'iceberg, hein, c'est la vision un peu extrême. Sociologiquement, il y a des caractéristiques très particulières liées au groupe transhumain en tant que tel. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment d'essayer de comprendre l'origine historique de ce mouvement, mais aussi ce que ça dit de façon plus générale sur la société contemporaine, car ce que l'idéologie postmoderne ou celle de la fin des grands récits, à la fois quand ça a été proclamé par Lyotard et compagnie, c'était en même temps que la valorisation de la société d'information et l'entrée dans le monde néolibéral, qui est, à mon sens, la grande utopie planétaire qui n'a jamais... une utopie qui n'a jamais eu cette ampleur. Derrière le transhumanisme, la philosophie de base, c'est le libéralisme, le néolibéralisme, et c'est vraiment ce modèle. C'est pas pour rien que le transhumanisme apparaît sociologiquement dans les années 80. C'est l'entrée dans la science comme fondement de l'innovation et des politiques néolibérales en matière de sciences et des technologies, notamment le Bayh-Dole Act aux États-Unis, qui en 1980 permet de subventionner, permet de breveter la recherche faite à partir des fonds publics. C'est tout le paradigme de la recherche actuelle à l'échelle internationale et de la globalisation. Donc, les têtes pensantes du transhumanisme, par exemple Rikus Veit, ils ont été engagés il y a 2 ans par Google et est à la tête maintenant de l'Université de la Singularité. Donc, c'est tout un mouvement et derrière, c'est vraiment le grand capital, la grande innovation. Ce qui m'intéresse, c'est que le transhumanisme, c'est pas tellement une idéologie de l'amélioration, c'est vraiment une idéologie de l'adaptation. D'un point de vue politique, c'est l'accomplissement du défaitisme de l'après-Deuxième Guerre mondiale et du paradigme cybernétique. Je vais un peu vous montrer le balancement qui s'est effectué sur une longue échelle. Parce qu'évidemment, le transhumanisme le dit, hein, il y a une interprétation de l'humanisme derrière. Il y a une volonté chez les transhumains de se rattacher à un certain humanisme. Ici, je vais me référer à certains éléments d'analyse qui ont été développés par Nicolas Ledevedec dernièrement dans une thèse de doctorat sur la notion de perfectibilité. Parce que derrière cette idée d'amélioration, de human improvement, c'est vraiment l'idée de la perfectibilité qui, elle, est au cœur de l'humanisme moderne. Avant même Condorcet, Francis Bacon, il y a des textes de Francis Bacon dans la Nouvelle Atlantide qui sont vraiment presque des copier-coller du transhumanisme. Donc, cette utopie de transformer le corps humain, d'aller plus loin que les limites du corps est indissociable de l'humanisme moderne et du projet des Lumières. Par contre, et là, vraiment, il y a beaucoup de travaux sur ces questions-là, l'humanisme des Lumières avait comme première vision très positive de l'être humain qui était de transformer le monde. Hein, c'était l'idée d'améliorer les conditions générales d'existence par le biais de la politique. Et la science et la technologie étaient un des éléments à travers cette volonté de transformer le monde, d'améliorer les conditions d'existence. Et le principe d'autonomie, c'était le principe d'autonomie politique. Le mouvement contemporain, quand on regarde le transhumanisme, c'est plutôt la faillite, hein, de cette
idée de transformer le monde, puisque finalement, il ne s'agit plus tellement de transformer le monde, plus que d'adapter l'être humain à une logique de performance, à une logique machinique de productivité qui, elle, semble être vouée à un évolutionnisme. Parce que l'évolutionnisme technologique, qui n'a absolument rien à voir avec Darwin, c'est vraiment porté par ces politiques néolibérales. Le mouvement de rupture, il y en a eu plusieurs, mais il y en a eu un, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Hein, cette croyance dans la possibilité de transformer le monde, à la fois par la technique, mais c'est surtout par le collectif, hein, par le politique. L'idée qu'on peut transformer le monde, améliorer les conditions d'existence, prolonger la vie, améliorer la santé, par le biais du politique, a trouvé dans la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout dans l'Holocauste, hein, sa plus grande défaite. On sort de la Deuxième Guerre mondiale avec non seulement un anti-humanisme qui va marquer toute la seconde partie du 20e siècle, mais avec un profond pessimisme. La réponse civilisationnelle de l'Occident a passé par l'Amérique, hein, et par justement cette idée de créer une machine intelligente, tout le projet cybernétique, qui était de créer une machine intelligente qui, elle, serait plus rationnelle et nous permettrait de ne pas faillir, d'éviter justement l'horreur de l'Holocauste. Norbert Wiener, fondateur de la cybernétique, disait clairement, nous avons modifié notre environnement, nous avons tellement modifié notre environnement que nous devons nous modifier nous-mêmes pour nous adapter à cet environnement-là. Et Wiener était un des premiers à travailler sur le prothétique, donc sur vraiment le bionique. Et toute cette transformation, cette canalisation de la transformation, non plus sur la société, mais sur l'individu. Donc, il y a un renversement, il y a une dépolitisation à l'œuvre qui est liée à un phénomène historique, hein, qui est un fait de l'histoire, mais qui, dans le transhumanisme, contrairement, par exemple, au pessimisme de Wiener, qui va prendre une posture positive avec la survalorisation d'un individu. Le transhumanisme, c'est le degré zéro de la pensée sociale. Hein, il y a une espèce de conception d'un individu autonome qui est une pure création de l'esprit. Hein, pour un sociologue, c'est quelque chose de... Et aussi d'une société qui oblige chaque individu à s'adapter. Et derrière, il y a vraiment une dévalorisation systématique, non seulement du corps humain, mais de la condition humaine, puisque la mesure, ce n'est plus la mesure d'une biologie humaine ou même d'un humanisme, c'est la mesure d'une logique machinique, qui, elle, est héritée de la cybernétique. Parce que dans la cybernétique, il y avait l'idée de créer une machine intelligente qui serait moins faillible, qui serait plus performante, qui nous permettrait... Et donc, cette machine est devenue la mesure à partir duquel on essaie de comprendre l'être humain. Le transhumanisme, c'est un élément qui est très important parce que ça a une influence grandissante sur l'orientation des projets de recherche, mais c'est un phénomène beaucoup plus grand qui est à l'œuvre. Hein, c'est toute une logique d'adaptation, de culture de la performance, de la prise constante de médicaments pour pouvoir s'adapter. Et c'est pas tellement des lendemains qui chantent, plus que l'obligation de s'adapter, parce que derrière le transhumanisme, la philosophie, c'est une philosophie de l'humain comme handicap. Hein, Peter Sloterdijk, un des penseurs, un des philosophes, celui-là très articulé du post-humain, dit « Les handicapés sont les hommes de demain ». Et le transhumanisme voit la personne handicapée justement comme l'idéal type de ce qu'est un être humain. Donc, cette espèce de faillibilité. Et c'est pas la reconnaissance de la faiblesse de l'homme et de sa possibilité de transformer le monde par son action dans le monde. C'est vraiment l'idée que le corps humain doit lui-même être amélioré parce qu'il est défaillant. Donc, c'est une dévalorisation systématique de l'humain qui est derrière. Et d'ailleurs, quand on regarde la nanomédecine, quand on regarde plusieurs recherches en robotique, en prothétique, c'est souvent la figure de l'handicapé qu'on utilise, comme par exemple Pistorius. Hein? Donc, cette idée de l'homme handicapé qui va devenir plus performant. Bon, derrière, il y a l'utopie de Superman, de toutes ces questions-là. Là où le transhumanisme m'intéresse, c'est dans l'orientation et le modèle de recherche qu'il préconise. Et c'est très clair que les figures à l'arrêt Kurzweil, le modèle, c'est un modèle de privatisation absolue des ressources, dans une logique où la science et la technique n'est plus un des moyens pour améliorer les conditions générales de l'existence, mais dans une espèce de lutte de tous contre tous, une logique qui
ne fait que reproduire certaines égalités sociales. À l'heure où on se parle, on est dans une logique de globalisation de la recherche biomédicale. À l'heure où on se parle, l'OCDE, en 2009, a présenté un grand rapport qui s'appelle la bioéconomie Horizon 2030. Donc, on est vraiment dans les grandes institutions, on n'est pas dans le transhumanisme, et qui voit la vie, le vivant, non pas comme une nouvelle source de productivité économique. Et parmi ces nouvelles sources de productivité économique, il y a évidemment les gènes, le corps humain en tant que matière première de cette économie-là. Évidemment, à l'échelle de la globalisation, tous ne sont pas égaux dans cette course à l'innovation biomédicale et dans cette course à la productivité économique. Et là, on a, dans cette logique de la promesse, dans cet idéal de transformer l'être humain, on a à la fois une promesse de productivité économique et la rencontre avec des rêves qui sont plutôt de l'ordre de fantasme, mais qui sont quand même anthropologiques, améliorer la santé, vaincre l'immortalité. Et c'est là que je vois qu'il y a des dangers importants pour les conditions sociales. C'est-à-dire, dans un système de santé publique, vous savez où on en est aujourd'hui. Alors, quand on a de la difficulté à soigner les personnes qui sont atteintes du cancer, on est très, très loin des logiques et les logiques d'innovation et de recherche qui visent à, justement, permettre d'améliorer les conditions, mais dans une logique d'innovation technologique, sont contradictoires avec une logique de santé publique. Quand vous lisez les transhumains, c'est vers ça qu'ils pointent. La médecine personnalisée, la médecine prédictive, la nanomédecine, la médecine régénératrice. Toutes ces nouvelles innovations-là, non seulement sont pensées dans une conception très néolibérale de la santé, donc la santé comme un phénomène individuel, ce qui est contraire à tout ce qu'on connaît sur la santé comme phénomène public, comme phénomène social, puisque c'est les conditions d'existence qui, en grande partie, ont des influences sur la santé, et qui suppose aussi une logique d'exploitation de l'être humain qui, elle, est de moins en moins connue et de moins en moins comprise. On est dans la mise en place du droit à l'essai, de la transformation de chaque patient dans chaque hôpital comme sujet d'expérimentation au nom, justement, de ce droit de pouvoir prolonger sa vie. Il y a une transformation ici parce que, n'oubliez pas que la recherche, elle est privatisée. Donc, la recherche à laquelle on participe, on n'aura pas nécessairement les bienfaits pour nos familles ou pour les gens qui en ont besoin. Les cellules souches embryonnaires, mais derrière ce grand discours que je nie pas l'importance sur le statut, est-ce que l'embryon c'est un être humain, c'est pas un être humain, derrière, les embryons ne poussent pas dans les arbres. Les ovules, qui sont vraiment une nouvelle valeur économique dans cette médecine régénératrice, ils sont dans le corps des femmes. Et je ne peux pas vous faire ici un cours de médecine, mais la stimulation ovarienne, la production industrielle des ovules, ça a des répercussions directes sur la santé. Et à l'heure où on se parle, les femmes indiennes fournissent une grande partie des cellules souches qu'on utilise et que les post-humains, les transhumains espèrent pouvoir vivre éternellement. Donc, il y a vraiment tous des enjeux qu'on commence à peine à voir de transformation géopolitique liés à cette nouvelle exploitation du corps humain dans une optique d'améliorer les conditions de vie. Et je voudrais juste m'arrêter un moment sur la question, justement. Je trouvais ça intéressant que j'ai pas lu, par exemple, mais que M. Ottois, vous disiez que vous étiez trop vieux pour pouvoir espérer profiter du transhumanisme. C'est tellement vrai, parce que derrière ce modèle-là... non, mais c'est vrai, parce que derrière le modèle du transhumanisme, que j'ai quand même regardé de près, il y a cette idée de vivre éternellement. Mais quand on regarde très concrètement en médecine régénératrice, par exemple, ce qu'on développe beaucoup au Québec, on développe les cellules souches autologues, donc des cellules souches qu'on prélève chez le patient. Les cellules souches autologues ont une particularité, elles ont l'âge génétique du patient. Et donc, on investit dans l'idée d'améliorer les politiques du vieillissement, mais tous les chercheurs me disent que ça ne fonctionne pas chez les personnes âgées. En ce moment, on est en train aussi de capitaliser sur des banques de sang de cordons ombilicaux qui vont... que les parents payent dans l'espoir, ça ne fonctionne pas, dans l'espoir qu'éventuellement on pourra les utiliser. Donc, il y a une capitalisation de la santé, mais derrière, le modèle très net qu'ils ont, c'est d'investir dans les enfants qui, eux, ne vieilliront pas, mais les personnes âgées sont les grandes perdantes. C'est mourir puis être vieux. Dans ce contexte-là, c'est une situation d'échec.
des problèmes concrets, non pas de la bioéconomie, mais de la biosphère, par exemple le réchauffement climatique, c'est pas surprenant que dans cette incapacité à penser les limites et à penser les logiques sociales, quand on est dans une logique d'immortalité, c'est absolument impossible de penser les logiques environnementales. Comment on peut penser la limite de notre propre biosphère quand on n'arrive pas à penser les limites de notre propre biologie? Et là, il y a vraiment des enjeux qui sont évidemment d'ordre bioéthique, mais qui sont plus fondamentaux, d'ordre civilisationnel et surtout des enjeux politiques. Jusqu'où peut-on repousser les limites du corps humain? Et je dois vous dire d'abord que j'ai un ami plutôt exigeant, qui est très direct, qui est presque grossier parfois, qui m'a tenu des propos dont je voudrais vous faire part, car il s'agit de la question qu'on nous pose ce soir et je ne sais pas trop quoi lui répondre. Je vais vous demander que lui répondriez-vous à ma place? J'ai grand besoin de votre aide parce que, comme je vous dis, il n'est pas commode. Et voici ce qu'il prétend en 3 étapes. Première étape. Donc la question, jusqu'où peut-on repousser, etc., est piégée au départ. Et on y flaire d'emblée ce que Whitehead appelait la fallacy of misplaced concreteness, la localisation fallacieuse du concret, ou si vous voulez, la substitution de l'abstrait, d'un aspect isolé, partiel au concret, qui est toujours le tout vivant, ce qui croît ensemble, du verbe latin concrescere. Par exemple, justement, ce corps vivant, ce corps humain en pleine vie et mouvement, sentant, pensant, aimant, etc. S'agit-il de performances athlétiques? Les Jeux olympiques nous renseignent régulièrement à ce sujet. S'agit-il de perceptions sensibles? Les arts et les sciences nous permettent de dépasser ces dernières par-delà la panoplie merveilleuse que nous offrent d'abord les sens de la vue, de l'ouïe, du toucher, du goût, etc. S'agirait-il de la pensée proprement dite? Elle s'avère d'emblée infinie, comme le manifeste déjà la main et la langue. Lisez ou relisez André Leroi-Gourhan, Le geste et la parole. L'inépuisable créativité humaine, la quête de sens qui n'a de cesse. Elle dépasse les frontières des sens, voire de la raison elle-même, vers des réalités invisibles. S'agirait-il de l'intuition, de l'expérience inouïe de la beauté sous toutes ses formes? S'agirait-il de la gamme et du registre de l'affectivité, de la passion, à commencer par l'amour, que la musique, par exemple, fait renaître en nous avec d'infinies nuances? Les neurosciences ne nous révèlent-elles pas chaque jour, pour leur part, de nouveaux prodiges du cerveau humain, et donc du corps humain dont il n'est qu'une partie essentielle, comme d'autres parties non moins essentielles, telles le cœur? Aucune de ces parties, aucun de ces aspects particuliers n'est le corps humain, c'est-à-dire le corps de chacune et de chacun d'entre nous en cette salle. Chaque fois, c'est de tout cela et bien plus, du tout si prodigieusement structuré que nous sommes, qu'il s'agit, dont les capacités sont, on le voit, proprement infinies. Il ne s'agit nullement d'une sorte d'ego et de corps séparés l'un de l'autre. Il s'agit du corps que l'on est et non que l'on aurait, à la manière d'un vêtement, par exemple. Il s'agit d'une perception de soi comme unitaire, d'un je sens, je me sens, accompagnant tous les états de conscience. La vision crûment dualiste, héritée d'une certaine lecture de Descartes, est manifestement fausse. Bref, lorsque Bergson insistait que la qualité principale de l'homme, c'est la capacité de se dépasser lui-même, ce sont bien ces innombrables capacités de notre être à chacune et à chacun de nous qu'il visait. Elles n'ont pas de limite. Et le corps humain se transcende constamment grâce à elles, chaque fois que nous assumons notre responsabilité, c'est-à-dire notre authentique liberté. La singularité pour ces transhumanistes désigne le moment où l'esprit humain sera supplanté par l'intelligence artificielle, dont la croissance serait supposément exponentielle. La date prédite par Kurzweil est 2045. Retenez cette date, les jeunes ici présents, je ne suis pas sûr d'être encore là. Mais vous m'en donnerez des nouvelles, enfin. Ce qui est visé, c'est la fusion du visant et de la machine. Il s'agit par conséquent d'une visée beaucoup plus radicale et réductrice que la simple amélioration
des capacités physiques, cognitives, de l'humeur, de la longévité, de la qualité du vieillissement, etc., qui est aussi ancienne que la médecine et qui se contente d'un recours à de nombreux moyens thérapeutiques pour des fins non thérapeutiques. Dans les excellents termes de Jean-Michel Besnier, nous avons affaire bien plutôt à, je cite, l'utopie de la sortie de soi de l'humain, qui caractérise si bien les dépressifs disposés à fusionner avec les machines, à se débarrasser du corps, de la viande, entre guillemets, auquel ils reprochent sa vulnérabilité, à se laisser happer par les délices de la virtualisation. Incapable d'affronter la complication de l'existence, poursuit Jean-Michel Besnier, le dépressif consent à se laisser réduire à l'élémentaire des comportements résilients, aux pulsionnels de la vie animale, aux automatismes de la vie machinique. L'animal, comme la machine, s'impose à lui comme un alibi à la haine de soi. Fin de citation. Non seulement dès lors réduirait-on le corps humain à une fonction prétendument intellectuelle, mais on réduirait l'intelligence elle-même à des fonctions algorithmiques, lesquelles sont si peu, entre guillemets, intelligentes, qu'elles sont plus efficacement assumées par des machines, comme la profusion de gadgets qui agrémentent nos vies le démontre assez. Bref, c'est à une régression et pas du tout à un progrès que nous sommes invités par le transhumanisme et le posthumanisme en question. Ça, c'est toujours mon ami qui parle, n'est-ce pas? Et il ajoute, en deuxième lieu, mais il y a pis encore, si c'est possible, à savoir la dimension éthique. Les gens avec l'intelligence, l'éducation et ou les richesses pour augmenter leur corps et leur cerveau deviendront une espèce qui aura des pouvoirs très supérieurs à ceux de l'espèce humaine. Je parle de l'évolution dans le sens darwinien du terme. Les gens qui, pour une raison ou une autre, n'évolueront pas dans le même sens, s'ils existent, deviendront l'espèce humaine incapable de survivre ou ne pouvant survivre que pour servir d'esclaves ou de viande, sikh, c'est ce qu'il dit, d'esclaves ou de viande pour les autres comme les vaches aujourd'hui. Fin de citation. Et Benderson de déplorer ensuite qu'on s'avère, dit-il, fixé sur des questions morales. Fin de citation. Voilà donc ressurgir le spectre du totalitarisme où l'on fait fi de l'éthique, témoin Auschwitz. Au siècle dont nous sortons, deux idéologies, le nazisme et le léninisme, avec ses versions staliniennes, maoïstes, cambodgiennes et autres, ont relégué les massacres de jadis au rang de performances d'amateurs. Et comme l'a rappelé Hannah Arendt, le nazisme, pour un, je cite, était pris dans une logique d'épuration toujours à perfectionner qui aurait dû englober des catégories de plus en plus vastes si l'expérience n'avait été arrêtée après 12 ans. Fin de citation. Or, le transhumanisme révèle lui aussi, nous l'avons entrevu, une haine de l'humain qui confine à la barbarie. Christian Godin, en France, l'a bien résumé, je cite, « Mais alors que jadis l'idée de changer la réalité venait de la magie, aujourd'hui, elle s'appuie sur les technosciences et l'économie. C'est l'un des grands triomphes du capitalisme contemporain que d'avoir fait basculer la fantasmatique humaine dans la sphère économique. Nous sommes entrés dans l'ère des délires financièrement rentables. La barbarie, dont on connaît la puissance de séduction, est la destruction de l'humain et de la civilisation. Le transhumanisme et le posthumanisme doivent être résolument dénoncés comme des formes de barbarie. L'homme augmenté est un individu sans affectivité ni sensibilité. » Fin de citation. On se souviendra, avec quel à-propos d'ailleurs Adorno, dans Éduquer après Auschwitz, dénonçait l'idéal de la dureté dans l'éducation promis par les nazis, le jugement parfaitement erroné. Un masque, disait-il, un masochisme qui ne s'associe que trop facilement au sadisme. Troisième point de mon ami, qu'il ajoute, c'est que le plus ironique, c'est que ce soit au moyen de ce mal-là qu'on prétende éradiquer des maux comme la maladie, la mort, etc., par une fuite en avant qui ne devrait pourtant tromper personne.
s'avérant incapable de guérir encore beaucoup trop de cas de cancer, de sida, etc., on déplace le problème en projetant la fabrication de zombies à venir, qui, eux, seront immortels. Les technologies vont-elles faire de nous des surhommes immortels ou des légumes assistés par ordinateur, demande le journaliste Xavier Delaporte. Déjà en 1965, André Leroy-Gourand ne constatait-il pas que le paradoxe biologique du robot hante l'esprit humain depuis des siècles à travers les automates? À l'image, ajoutait-il, de l'ancêtre singe, expression de repli nostalgique vers les profondeurs, s'oppose non pas l'image spirituelle de l'ange ou du corps glorieux, mais celle de l'homme parfaitement fabriqué, double mécanique de l'anthropoïde, dans la constellation qui fait graviter autour de l'homme de chair, Tarzan, l'astronaute et le robot. Fin de citation. À de telles visions à la fois prométhéennes et narcissiques s'oppose celle de toutes les cultures, car à toute époque, un fragment de tragédie, une épigramme, un texte législatif, un proverbe, une inscription funéraire, un conte, une chanson, une œuvre d'art, une œuvre de sagesse, auront témoigné de ce que Paul Ricoeur a décrit avec bonheur comme, je cite, une exigence plus vieille que toute formulation philosophique. Cette exigence a toujours été que quelque chose est dû à l'être humain du seul fait qu'il est humain. La reconnaissance de cette exigence se précise à mesure que s'affirment les civilisations, la plus remarquable étant celle qu'on y accorde d'emblée aux plus faibles et aux plus démunis, la place centrale de la mansuétude et du respect, l'hospitalité à l'égard des humains en état de dépendance et de faiblesse. En Inde, les lois de Manu d'origine ancienne déclarent, je cite, « Les enfants, les vieillards, les pauvres et les malades doivent être considérés comme les seigneurs de l'atmosphère, the lords of the atmosphere ». C'est la fragilité, mais encore la vulnérabilité de l'être humain qui est alors mise de l'avant pour signifier sa grandeur. Pourquoi donc, faut-il se demander? Omniprésente également dans l'expérience humaine consignée en toutes les cultures est la question du spirituel, de la transcendance, du religieux. Nul n'est contraint d'y adhérer, mais la question est là. De même que celle de l'après-vie, dont témoigne magnifiquement le célèbre soliloque de Hamlet, qui, selon Lévinas, to be or not to be, etc., qui, selon Lévinas, montre que le néant est impossible. Non moins absente des visions réductrices en cause est la communication humaine, aspiration pourtant fondamentale et paradigme central de la culture, qui est tout autre chose que l'information. Elle est recherche de l'autre et partage entre des personnes concrètes, grâce par-dessus tout au langage, comme ça a été mentionné, mais aussi à l'empathie, ce qui exclut le virtuel. Mais je dois conclure et j'arrête ici la charge de mon ami, tout en vous demandant à nouveau quoi lui dire. Et je conclus donc très très sommairement, dans les mots qui suivent. Pour ma part, je me contenterai donc d'avancer qu'il faut sans doute de toute façon remplir le mot, selon une belle expression de Saint-Exupéry dans Citadelle. Quel mot? J'entends ici le mot humanisme, qui en a tellement besoin, tant il est galvaudé, tant on lui a donné de sens contradictoires. Pour citer ces textes, il convient en permanence de tenir réveillé en l'homme ce qui est grand et de le convertir à sa propre grandeur. Fin de citation. Et je conclus qu'il n'est dès lors pas de tâche plus vitale pour nos sociétés, d'autres priorités absolues pour nos gouvernements, que l'éducation et la culture, dont le sens est précisément de porter à des sommets toujours plus élevés le potentiel inouï qui définit notre humanité proprement dite, nos corps inclus. Convenons ensemble que l'université s'avère un bon lieu pour le dire et pour tenter d'y contribuer. Merci. Ce qui m'a frappé, c'est que
tout semble ajouter, selon vous, dans le transhumanisme. Moi, j'ai essayé de montrer ce qui me paraît intéressant, ce qui me paraît légitime, en particulier comme question soulevée. D'abord, le transhumanisme, c'est pas un monolithe. C'est vrai que c'est une nébuleuse avec énormément de fantaisistes, d'illuminés, etc., qui sont là, mais aussi des gens plus ou moins apparentés qui argumentent et qui réfléchissent, comme James Hughes, qui a essayé de donner une inflexion, disons, sociale, plus à gauche du transhumanisme, parce qu'il a bien vu les problèmes d'un libéralisme excessif. Donc je pense que c'est plus nuancé. Moi, j'attache beaucoup d'importance à la recherche technoscientifique et je trouve que c'est un courant de pensée qui essaye d'assimiler les grandes révolutions technoscientifiques comme l'évolutionnisme, mais c'est pas une mince affaire, c'est pas du tout simplement transposer, bien entendu, du monde animal au monde humain, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Je ne crois pas non plus qu'améliorer, ce soit toujours adapté. Je ne pense pas. Je ne jette pas systématiquement non plus l'anathème sur tous les entrepreneurs libéraux ou chercheurs libéraux. Je crois qu'ils apportent énormément de choses. La logique d'innovation mise en place où il faut absolument avoir un produit fini ou être sur une logique de promesse de capitalisation nuit actuellement à la recherche fondamentale, ni actuellement à la possibilité justement de développer des vraies innovations, de la vraie recherche et à la science. Et on est dans un pays en ce moment où il n'y a plus de recherche fondamentale, il n'y a que de la recherche industrielle et où on investit massivement dans des projets qui vont à l'encontre des politiques de santé publique. Ça, c'est le contexte dans lequel on est. Dans un contexte de globalisation où la Chine et l'Inde, parce que le transhumanisme, les modèles qu'il développe, ou son utopie, évidemment, il y a des normes bioéthiques, des normes d'expérimentation de corps humain qui ne leur permettent pas de faire ces expérimentations-là. Alors, on les fait en Inde, on les fait en Chine, on les fait sur des populations qui sont moins humaines peut-être que nous. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. En sciences sociales, on a compris que le normal et le pathologique, ce n'est plus une catégorie sociologique. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des médicaments que vous prenez, c'est pour vous adapter à des conditions de travail, c'est pour passer à travers un deuil, ce qui n'est pas une pathologie. Hein? Souffrir quand on perd un être cher, je vous annonce que c'est pas une pathologie, mais c'est socialement devenu une pathologie. Là, je pense qu'il y a une confusion intellectuelle. Le transhumanisme, c'est un mouvement qui prône la transformation de l'être humain par la technique. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Puis l'innovation biomédicale, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Puis la recherche biomédicale, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Puis j'espère qu'ils n'ont pas le monopole de la définition néolibérale de la recherche, puis qu'on peut faire de la recherche publique et qu'on peut faire la recherche sur d'autres formes avec une autre conception de l'individu, de l'être humain. Je ne suis pas un discours anti-science, si je suis un discours pro-science. C'est criminel de couper dans la recherche avancée. Que les gouvernements coupent là-dedans, c'est proprement criminel. Ils ne voient pas qu'à long terme, et même à court terme, c'est ça qui peut changer de façon beaucoup plus radicale et améliorer la santé concrète des citoyens. Ce qui est intéressant dans le débat de ce soir, dont nous parlons ce soir, c'est que c'est une invitation, à contrario, à réfléchir à l'humain comme tel et à l'immense richesse ou l'immense potentiel de l'humain comme tel. L'humanisme dans ce sens-là. Le post-humanisme, le mot l'indique, transhumanisme, révèle une conception de l'humain. Les mots eux-mêmes le trahissent, mais une conception de l'humain qui est manifestement très réductrice. Parce qu'au départ, l'être humain n'est vraiment rien, mais c'est le potentiel dont il faut tirer le maximum. C'est ça l'éducation, la culture. Et c'est pourquoi c'est si essentiel. Ce qui est perdu de l'humanisme, c'est l'idée de l'autonomie politique, c'est l'idée de la possibilité de transformer le monde par le politique, par l'action collective. C'est quand même le repliement sur l'individu et sur la seule capacité technoscientifique. Donc, les autres dimensions de l'être humain n'existent plus. Pour moi, il n'y a pas de sacralisation du corps humain. Ça, c'est une première chose. Que le corps humain a bien sûr des limites, mais ce sont des limites empiriques. Le corps humain est un produit de l'évolution. Et il a évolué d'ailleurs génétiquement et biologiquement au cours des millénaires qui ont précédé, donc peut-être qu'il évoluera encore. Et je ne vois pas pourquoi il
faudrait le sacraliser. C'est cela, donc, limite. Pour moi, il y a des limites. Il y a évidemment des limites, mais les limites sont des limites empiriques. Ce à quoi je ne m'accorderai pas, c'est des limites du type absolu, du type limite transcendante ou transcendantale, ou comme vous voulez. Un transhumanisme de gauche, ça serait des politiques sociales, ça serait l'amélioration des conditions de santé pour la population, ça serait de la nourriture mieux, ça serait le combat contre l'industrie de la malbouffe, ça serait ça un transhumanisme de gauche. Par exemple, chez Tony Negri et Michael Hart dans Empire, il y a des passages, et ça c'est un ouvrage phare de l'altermondialisation, il y a des passages où justement, je peux en lire un, les corps eux-mêmes se transforment et mutent pour créer de nouveaux corps post-humains. La condition première de cette transformation corporelle est de reconnaître que l'humaine nature n'est en aucune façon séparée de la nature dans sa globalité, qu'il n'y a pas de frontière fixe et nécessaire entre l'homme et l'animal, l'homme et la machine, le mâle et la femelle, et ainsi de suite. C'est la reconnaissance que la nature elle-même est un terrain artificiel, ouvert à de nouvelles mutations, à de nouveaux mélanges, à de nouvelles hybridations. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de post-humaniste, transhumaniste, tout à fait, d'extrême gauche, ouvert à, justement, comme on dit, les hybridations totales, il n'y a plus rien qui tient? Moi, un transhumanisme de gauche, j'ai pas le début de ce modèle-là, mais pour moi, c'est d'abord une politique qui serait une science pour tous, hein, puis une orientation de la recherche qui n'est pas sur l'innovation à court terme, sur des recherches à long terme, et d'abord la répartition des richesses. Il faut voir qu'actuellement, les logiques en cours reposent nécessairement, surtout la médecine régénératrice et la nanomédecine, sur l'exploitation concrète d'être donc des nouvelles formes d'inégalité. Ceux qui dominent dans le transhumanisme actuellement, c'est la Chine, c'est malheureusement pas une démocratie, c'est l'Inde, avec une population de femmes qui, elle, peut justement participer à la recherche. Les domaines qui sont valorisés par le transhumanisme, maintenant, c'est l'Asie qui les domine. C'est ça l'enjeu. Et c'est les politiques asiatiques qui vont dominer. Il y a vraiment de la géopolitique là, à l'international qui se fonde sur ces modèles transhumains. La trisomie 21 disparaît de nos sociétés parce qu'on a décidé, non pas collectivement, de mettre dans les suivis de grossesse la trisomie 21, et effectivement, individuellement, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent un enfant trisomique. Ici, je ne pose pas de jugement moral parce que je pense que c'est une question. Et donc, individuellement, les résultats sont les mêmes parce que personne n'en veut. Donc, on procède à un eugénisme libéral, comme le dit Habermas. Oui, mais cette question-là, évidemment, elle est concrète, elle est quotidienne. On voit statistiquement qu'on n'en a plus d'enfants trisomiques, mais c'est un projet qui va être généralisé, par exemple, dans le transhumanisme, la possibilité de sélectionner. Donc, le résultat est le même. Les transhumanistes, à ma connaissance, ne veulent rien imposer à personne. Ils respectent la liberté individuelle et ils ne veulent absolument pas imposer telle ou telle orientation. Du moins ceux que j'ai lus. Je comprends pas trop. Ils veulent pas imposer leur point de vue. C'est quand même un mouvement militant qui a des entrées dans la National Science Foundation, qui a des mouvements politiques importants. Quand on est à la tête de grandes entreprises, ils font des pressions sur le gouvernement américain. C'est quand même un lobby, là. Il y a quand même un mouvement, c'est un mouvement militant. Ce qu'ils disent, ce n'est pas qu'ils veulent prendre le pouvoir pour imposer telle ou telle amélioration ou telle orientation. C'est ce qui serait par exemple l'eugénisme d'État. Ça, c'est certainement pas ce qu'ils suggèrent. C'est l'idée de s'adapter à un nouveau monde. C'est qu'il faut améliorer les capacités humaines pour s'adapter. Donc d'ailleurs, comme M. Ottois l'a souligné plusieurs fois, on est dans un évolutionnisme. Quand on est dans un évolutionnisme, on est dans le contraire d'un mouvement politique, puisque quand il faut s'adapter, que j'enseigne mes étudiants, quand il faut s'adapter, il n'y a plus du tout de possibilité de démocratie. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'idée d'autodétermination puisque le monde est donné et qu'il faut adapter le corps, l'améliorer pour une logique d'évolution. La nature humaine est tellement riche en potentialités et il y a toutes sortes de développements possibles, d'évolution possible dans le sens, mais tout en demeurant humain. Et justement, je crois que
toutes ces évolutions sont d'autant plus prometteuses et réalistes qu'elles sont, qui répondront à des capacités concrètes de l'être humain, mais qui sont immenses. Merci beaucoup, merci à nos trois conférenciers.